La peur du manque et le traumatisme. Pour commencer sérieusement l'analyse par l'observation sans jugement, la peur du manque commence par une négation de soi, du fait que nous ne voulons pas nous rencontrer dans la solitude pour finalement fuir, par se consacrer aux cultes les plus divers et les plus distrayants. Oui, nous cherchons une paix, une tranquillité, à travers le culte ou l'idéologie, mais elle est décidément fausse et morte, pour la raison que son obstention est une réponse à un vide et une peur du manque. Cherchons-nous ainsi à immobiliser le plaisir de l'objet tant convoité? Oui, absolument, et nous l'acquérons d'ailleurs par l'effort et par une véritable peur de tout perdre. C'est ainsi que nous formalisons toutes nos démarches à la recherche de plus de pouvoir, puisque la phobie du manque nous habite de façon continue, inconsciemment ou consciemment. N'existe-t-il pas aussi un traumatisme qui nous martèle sur le véritable bonheur? Il est certain que nous agissons tous de la sorte, à vouloir le plus possible des besoins et utilisations à cause d'une mémoire racine qui est justement le traumatisme de la mort. En effet, il suffit d'avoir eu une jeunesse très pauvre financièrement, puis, arrivé au stade de l'adulte, nous affirmons une totale soumission à un pouvoir pour justement avoir l'accès à la puissance. C'est le mouvement de contraire. Soit nous sommes dans la pauvreté pour apprendre la simplicité, mais nous résistons à ce langage de la vie en participant au concept de la matrice du contrôleur contrôlé, qui est, une fois de plus, une négation de soi. Ainsi, la solitude gagne du terrain pour dévorer presque totalement le censeur dans d'horribles souffrances psychologiques, à force de contourner le vrai dialogue intérieur, celui du silence dans les instants de solitude. Tout est vide, vivant, mais et sans effort dans la solitude qui représente de manière authentique la mort. Elle dissout le moi fabriqué par nos mémoires et nos souvenirs. Oui, nous ne vivons pas, nous sommes déjà morts, puisque ce sont nos passés qui nous maintiennent dans une forme de cohésion terrestre. Si nous arrivons à muter de façon existentielle cette forme en dichotomie de l'être, l'instant présent, cela sera par l'ouverture de conscience, par un mécontentement du connu. N'avez-vous pas remarqué que tout est déjà mort et aspire à une dégradation certaine? Ce qui a trait à l'extérieur, ce qui est pondéral, la constance, la pose, le maniérisme, la continuité, le contentement, l'imitation, aboutissent à la dissolution inévitable. Alors, le désir de maintenance et d'immobilité par l'ivresse des cultes, des stimulations, des distractions répondent par une provocation à soi, à la solitude, à l'observation, au regard vrai et direct de ce qui est vraiment, spontanément, immédiatement. Nous courons encore et encore, nous attribuant des tâches et des missions souvent difficiles pour nous prouver notre existence. Nous pratiquons des sports et gagnons des prouesses pour réellement nous sentir vivre, exister, mais cela est assujetti à un conflit, à un antagonisme et une négation de ce qui est. Bien sûr, nous sommes ambitieux et nous désirons changer radicalement la société, mais cette révolution doit passer par la conscience elle-même. Vous comprenez ? Il y a donc une zone d'ombre pour chacun de nous et elle concerne nos peurs, puis notre consenti à un système d'exploitants pour nous apporter tout ce que nous avons besoin pour combler justement ce manque qui nous fait tâche inlassablement. Cette peur trouve ainsi une mémoire racine qu'est le traumatisme. Pouvons-nous expliquer le traumatisme ?
Il est en fait le moi qui refuse l'intemporel ou l'invisible. Se tourner définitivement sur soi, notre intérieur, pour vivre l'expérience unique et directe qu'est l'observation de ce qui est vraiment, c'est-à-dire le mouvement des pensées, ouvre notre conscience sur l'idée de la mort n'étant qu'en fait que la vie. Donner de l'importance au mot mort est une occultation au véritable sens de la vie. La vie et la mort est un pays sans chemin et tous deux cheminent ensemble. Le censeur préfère séparer la vie par le mot mort qui désigne tout simplement ces peurs de disparition de toutes sortes. Mais à cause de l'idée du besoin et de l'utilisation, nous invoquons le mot mort en disant qu'il n'y a plus rien après la disparition et préférant ainsi l'immobilité de l'instant plaisir. C'est résolument un faux bonheur et il n'aboutit qu'au chagrin après tout. Nous craignons l'invisible car c'est le grand inconnu, puis la perte de tous les désirs d'acquisition et d'accumulation. De plus, nous avons la fâcheuse tendance à croire que nous sommes uniques et individuels, formant notre ego. Nous sommes devenus tous nombrilistes et nous craignons aussi la différence d'autrui de nos expériences basées sur des mémoires. Ce n'est plus la phobie de l'invisible, mais maintenant une réelle peur de l'autre par ses différences. Nous fabriquons du temps à cause d'un désir de continuité de nos besoins et utilisations. C'est devenu une durée à cause du fait que nous immobilisons par l'effort et la résistance à l'invisible, puis à soi. La continuité est différente de l'implicite et de l'impondérable. Nous refusons l'intégration de l'invisible par la constance, l'effort, la stimulation et des silences morts. Le traumatisme du manque appelle nos cellules du corps pour stimuler finalement le moi conditionné à produire des actes. L'acte est souvent incomplet car il est accompagné par la pensée et la peur qui l'anime. Ainsi, nous fonctionnons toujours de manière indirecte et endormie à cause de la mémoire racinaire et l'idée par-dessus tout. Être ambitieux, c'est aussi nourrir ce vide existentiel représentant le manque. Oui, vous l'avez compris. Nous sommes ainsi tous régis par cette matrice traumatisme à cause d'une négation de ce qui est. Tous les jours, nous pouvons définir nos états d'âme par la création de l'espoir et de désespoir. Nous avons du chagrin car nous espérons une meilleure vie, mais par la procuration extérieure et non celle qui est créative venant de l'intérieur. Maladroitement, nous refoulons, nous dépassons et nous sublimons la pensée et le chagrin. En effet, dès l'apparition d'une émotion vive, nous la combattons toujours par des faits, des distractions, des souvenirs, des médicaments, par de l'ivresse, d'alcool ou aller faire les magasins. Pourtant, si nous désirons comprendre le processus amenant au désespoir ou au chagrin, c'est avant tout accepter la rencontre de l'invisible. Il n'est pas possible d'assimiler une complète compréhension sans l'intégration de l'infini. On ne peut, pour ainsi dire, trouver une solution ou un moyen provenant du fini et donc du passé pour atteindre la connaissance de soi. Le bonheur créatif est l'étude du mouvement de la pensée par l'observation passive et nous assimilons par l'exercice la réalité supérieure qu'est l'inconnu. Un nouveau corps se construit par l'étude assidue et elle concerne votre être-té ou votre éternité. Ce n'est évidemment pas en employant des moyens très subtils, concept du nouvel âge, pour améliorer votre condition de vie
sur terre que vous bâtissez ce corps de lumière. Non. Mais la compréhension à elle seule vous libère des chaînes du temporel. Ce qu'il faut réellement saisir est que seule l'observation de soi, équivalente à la contemplation, fait muter la conscience ordinaire en une supra-conscience. Mais tous les moyens pour réveiller la Kundalini ou pour offrir du confort ésotérique sont vides de sens et ne sont pas créatifs. Bien entendu, le réveil des chakras est une ineptie de plus sans la réelle compréhension du mouvement de la pensée. Vous saisissez? C'est toujours la peur du manque ou le traumatisme qui interagit au lieu d'une vraie écoute de ce qui est. La mémoire cellulaire peut être très difficilement et finement perçue, et c'est en partie une véritable éducation de l'esprit. Savoir voir le faux dans le vrai ainsi que le faux dans le faux est source d'un incroyable bonheur créatif. Mais vous voulez dire que nos rapports avec nos besoins sont liés indubitablement à la matrice du contrôleur contrôlé et qu'elle abuse de notre faiblesse, de la peur du manquant? Oui, le contrôleur, qu'est la société, fait tout en ce qu'elle peut pour éviter que l'on pense par nous-mêmes en niant évidemment l'introspection de soi. Le pouvoir de l'observation mène à la connaissance du mouvement de nos pensées et de nos chagrins. Nous percevons ainsi l'essence de notre âme. Comme nous le voyons, toute une politique de vigueur et de répression est employée afin de nous précipiter plus profondément dans la peur, mais aussi pour agrandir le traumatisme dans nos cellules. Nous nous séparons de notre véritable nature à cause des phobies, des névroses pathologiques développées. D'ailleurs, l'État-providence médicalise tout ce monde par des psychotropes ou des drogues dures altérant la conscience. Pratiquement 90% de la population est soumise, contrôlée par la matrice, empêchant la véritable mutation de conscience. Elle envoie des faux prophètes dans le but d'une distraction supplémentaire, dans l'idée d'une pseudo-mutation de l'homme par des moyens, ce qui est évidemment usurpateur et mensonger.